J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui François Burga, chercheur au CNRS, spécialiste des pays arabes, du Maghreb, de l'islam, qui publie le 2 juin prochain, donc vous allez le découvrir en avant-première, après l'islamisme au Maghreb, que vous connaissez, qui est pour l'instant à l'antenne devant vous, l'islamisme en face, aux éditions La Découverte, texte à l'appui, série Islam et Société. Je ne sais pas quelle est la caméra sur laquelle je peux le montrer, allez, on va dire que c'est celle-là, non, c'était pas prévu, mais c'est pas grave, enfin bref, dans quelques... Voilà, merci infiniment. Dans quelques jours, vous pourrez découvrir ce livre. François Burga, merci beaucoup d'être présent. Bon, ce qui est très intéressant dans votre travail, mais c'est pas la première fois qu'on en parle sur LCI, c'est que vous allez du côté des gens qui font peur aujourd'hui, qui font peur en France, que vous avez une assez forte capacité à essayer de remettre à plat un certain nombre de problèmes, et que cette fois-ci, en plus, dans l'islamisme en face, je dirais qu'on découvre des visages, enfin des êtres humains, et non pas uniquement des barbus qui posent des bombes partout. Alors on va essayer d'en parler un petit peu calmement. Vous continuez, j'allais dire, après cette visite en islamie, j'allais dire, à être aussi modéré que vous l'êtes habituellement. Vous parlez de ces hommes. Je crois qu'il faut être modéré quand on parle, quel que soit le sujet. Donc je continue à penser que nous avons en face de nous, quand nous nous référons à ces mouvements, un spectre très 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 large d'attitudes politiques qui vont depuis les intellectuels que je présente dans ce livre, dont je retrace l'itinéraire pour faire comprendre sur la base de la démarche très simple, vous êtes aujourd'hui barbu entre guillemets, avant vous étiez tout à fait normal, la preuve vous étiez militant communiste, comment ça vous est arrivé? Eh bien, entre ces intellectuels que je présente et dont je reconstitue l'itinéraire pour qu'on comprenne de naître une nouvelle génération politique, et puis les petits jeunes de la banlieue d'Alger qui, pour toute une série de raisons trivialement politiques, nous font peur, et nous avons raison d'avoir peur, eh bien, il y a toute une humanité, et j'essaye de reconstruire le pluriel, j'essaye de reconstruire les dynamiques, j'essaye de montrer qu'aucun des prismes dominants actuellement dans la classe politique et jusqu'à certains égards dans les hauteurs dominantes dont vous êtes l'exception vivante des chaînes de télévision, ce prisme-là n'est pas fiable, n'est pas crédible sur le plan analytique ou politique. On pourrait parler d'enquête du côté de la multitude des visages de l'islamisme. Oui, il faut expliquer pourquoi aujourd'hui, dans le monde musulman, quand on fait de la politique, il faut se référer à la culture musulmane ou à la religion musulmane. Une fois qu'on a expliqué ce processus historique, on va s'apercevoir que les militants de ces mouvements-là, eh bien, selon l'environnement dans lequel ils évoluent, ils vont avoir des comportements politiques qui vont, en gros, de ce qu'on pourrait comparer avec la démocratie chrétienne de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis, bien sûr, des comportements fascisants et extrémistes. Il ne s'agit pas de nier ça. Simplement, il s'agit de casser l'idée simplificatrice que la porte d'entrée dans ce moment de l'histoire arabe, c'est la violence politique. François Burga, est-ce que, et on va prendre le temps de l'expliquer, c'est aussi une des vertus de LCI, hein, mais enfin, est-ce que des démarches comme la vôtre ne reviennent pas, et c'est sans doute évidemment un des procès qu'on vous fait assez régulièrement, à parler de l'islamisme aujourd'hui, et plus particulièrement en Algérie, exactement comme si on était allé visiter en 1935 les principaux collaborateurs du chancelier Hitler, et à dire, écoutez, j'ai rencontré des gens charmants, ce ne sont pas tous des brutes qui veulent couper la tête de tout le monde. Ma démarche... Vous vivez avec quand même cette question-là, puisqu'on vous la jette au visage assez régulièrement. Je vis avec, on me dit des fois, vous êtes manipulé par votre objet d'analyse. Et j'ai coutume de répondre, il y a effectivement un danger constant quand on fait des analyses d'être manipulé. Nous sommes tous manipulés, nous sommes manipulés notamment par nos peurs, par nos préjugés, par nos ignorances. Alors est-ce que moi en plus je suis manipulé par l'ennemi intérieur? Je compte sur la vigilance de mon environnement, mais je compte aussi sur le souci que j'ai eu de m'approcher de ce dont je voulais parler pour expliquer que le plus dangereux des ennemis, c'est le préjugé et l'ignorance. Alors, est-ce que je parle des islamistes... Attendez, il y a un stade où il ne peut pas y avoir de préjugés, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Alors, je vais vous répondre de manière... Quand on coupe la gorge des enfants et quand on tue de façon unilatérale, qu'on frappe tout ce qui bouge... Je vais vous répondre à deux niveaux. Je vais vous répondre que je suis aussi égaré que les représentants crédibles de 85 ou 90%
du paysage politique algérien, les gens qui ont signé le traité de Rome en janvier 1995, qui ont sur la question algérienne exactement la même sensibilité que moi, c'est-à-dire qu'ils disent la solution éradicatrice, la solution du tout répressif n'a absolument aucun avenir, et quelles que soient les réticences que nous puissions avoir à l'égard de certaines composantes du mouvement islamiste, nous sommes d'accord. Et encore une fois, nous sommes d'accord, c'est Ben Bella, mais c'est aussi le FLN, mais c'est aussi le FFS, mais c'est aussi, et j'espère qu'on en reparlera, Louisa Hanoun, c'est-à-dire une femme moderne, démocrate, laïque et anti-islamiste, qui disent « Nous estimons que la solution du tout répressif n'a plus de logique maintenant. » Eh bien, je dis rien d'autre. Je ne cautionne pas toutes les postures du mouvement islamiste. Je dis l'attitude dominante actuellement, crédibilisée dans les médias français au nom des valeurs et de la modernité, n'a pas d'avenir. Et on devra s'en rendre compte. Et le plus tôt sera le mieux, c'est tout ce que je dis. Bon, je crois qu'il était nécessaire de revenir sur ces quelques notions vous concernant. Je voudrais vous poser une ou deux questions, qui relèvent de l'actualité. Le climat qui se respire actuellement en Algérie, est-ce qu'il est le même que celui qu'on y respirait il y a 3 mois, c'est-à-dire celui de attaque, répression, ou est-ce que les choses évoluent doucement? Et puisque vous venez de faire référence au traité de Rome, est-ce que vous avez l'impression que ce traité, en dépit de toutes les attaques dont il fait l'objet, mais je pense qu'un jour on se rendra compte qu'au bout du compte c'était peut-être pas si important que ça de prêter l'oreille aux gens qui crient uniquement, est-ce que quelque chose bouge doucettement aujourd'hui en Algérie? Écoutez, on sort d'une période où qui était la conjonction de la campagne électorale en France, qui a gelé l'attitude du gouvernement français, premièrement, et du va-tout du régime algérien qui a tenté au cours des 3 mois écoulés de discréditer politiquement les signataires du traité de Rome et d'accréditer l'idée qu'il était en train de reprendre massivement le contrôle de la situation sur le plan militaire. On a eu donc ces opérations médiatico-militaires essayant d'attester que des victoires majeures avaient été remportées par le régime, notamment l'affaire d'Ain Defla. On a eu ensuite cette série de manipulations, il faut bien appeler ça, de l'opinion, où des faux communiqués du FFS ou des faux communiqués des islamistes modérés d'Ennahda ont été diffusés par le pouvoir, accréditant l'idée qu'ils rompaient la logique de Rome et qu'ils étaient prêts à faire des négociations séparées. Cette phase-là, on est, me semble-t-il, en train d'en sortir, et le fait même que nous soyons sortis de la campagne électorale et que nous soyons donc sortis d'une période où aucun des candidats n'avait intérêt à aborder le terrain algérien. Et vous avez remarqué qu'il a été tout à fait extérieur aux questions débattues au cours de la campagne, et à l'intérieur du petit espace laissé à la politique étrangère, il était quasiment absent. Donc nous sommes actuellement dans une phase décisive à partir du moment où nous connaîtrons la nouvelle tonalité du discours du gouvernement français. Vous pouvez en préjuger un petit peu, vous qui êtes un observateur privilégié. Écoutez, vous avez sans doute vu comme moi que Lionel Jospin s'est montré au cours du débat avec Jacques Chirac plus proche des thèses d'Alain Juppé que Jacques Chirac n'a bien voulu l'être, mais je crois que ça ne veut pas dire grand-chose, c'était une question de conjoncture. Nous avons maintenant au pouvoir, très vraisemblablement comme Premier ministre, celui qui, le premier, a crédibilisé l'idée du traité de Rome, a pris le risque considérable, parce que cela nous met sous tension vis-à-vis des autorités algériennes, a pris le risque de crédibiliser la solution politique de Rome. Donc on voit mal comment il pourrait y avoir, et puis bien sûr on est dans un moment où le monsieur qui luttait, qui tenait le langage opposé, qui était M. Pasqua, et qui avait réussi à emporter l'attitude du gouvernement de M. Balladur, est un petit peu marginalisé. Donc sur le papier, à tout le moins, nous sommes dans une conjoncture où peut-être la direction montrée par Alain Juppé il y a quelques mois de cela, Alain Juppé qui avait été, vous vous en souvenez, suivi par M. Léotard et par le président de la République de l'époque, cette dynamique risque de reprendre son cours. On va donc vraisemblablement. Mais ça consiste à quoi? En dehors du fait de dire qu'il faut que les gens se mettent autour d'une table et approuver une démarche qui consiste à ne plus rejeter uniquement sur la bordure tout ce qui porte une barbe, mais à dire il faut discuter et ensuite couper les vivres, ou en tout cas geler les vivres que l'on laisse s'épuiser sur ce pays, et en tout cas auprès de son gouvernement depuis si longtemps. Je veux dire, est-ce que c'est une façon, ce que je viens de vous dire, d'appréhender correctement ce qu'a été la politique de ce ministre des Affaires étrangères, qui a vocation apparemment à devenir Premier ministre? Un, on discute, deux, on n'arrose plus de la même façon. Moi, je pense que la première étape, si j'étais en situation de décision politique, je pense que la première étape va se dérouler sur le terrain médiatique. On ne peut plus continuer.
chaque fois que la situation se durcit en Algérie, je vais employer une expression provocante, à augmenter notre dose hebdomadaire de Khalida Messaoudi aux heures de grande écoute. Or, c'est à peu près ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On a continué à saturer l'opinion publique française. Ce ne sont pas les responsables politiques français qui ont imposé cette femme dans les rédactions. Non, mais il suffit que les responsables politiques français disent, ou que des voix autorisées disent deux mots pour que cette espèce de formidable mystification qui a été mise en place et qui a permis aux militaires, à l'aile radicale du pouvoir algérien, de faire ce que j'appelle le hold-up des valeurs de la modernité et des défenses du droit de la femme, de cesser, ou de reprendre une place plus raisonnable. Le jour où on s'apercevra en France qu'il existe bien d'autres femmes, aussi jeunes et aussi jolies et aussi sympathiques, que Mme Messaoudi, qui tiennent des discours politiques différents, c'est-à-dire qui, tout en affirmant leurs différences, ne parlons même pas des femmes islamistes, on va les oublier, mais qui, tout en ayant une sensibilité, une réticence identique à celle qu'exprime Mme Messaoudi, ne cautionnent pas pour autant les solutions politiques qui permettent à la junte de rester au pouvoir, on aura déjà franchi une étape importante. Parce que vous n'avez pas l'impression d'être pas aussi caricatural qu'elle lorsque vous employez, j'allais dire, des expressions si véhémentes pour essayer d'expliciter ce qu'elle est? Quelle expression véhémente? Vous venez de me dire, en gros, ce pantin qui s'agite en France et qu'on a pris l'habitude d'inviter sur tous les plateaux de télévision parce qu'elle remue avec véhémence deux, trois idées qu'elle exprime assez bien, ça ne suffit pas pour comprendre la réalité des femmes algériennes. Je pense que tout le monde en est conscient. Néanmoins, je ne pense pas qu'il suffise de discréditer sa démarche pour penser que dans ce qu'elle dit, il n'y a pas parfois un fond de réalité. Il ne s'agit pas de discréditer. Non mais attendez, vous niez la réalité de ce qu'a vécu cette femme dans son pays. Je ne vous parle pas des idées qu'elle... Pas du tout. Je dis simplement, il y a d'autres itinéraires féminins, il y a d'autres sensibilités féminines, il y a d'autres analyses politiques. Pourquoi le nom de, je ne sais pas, au hasard, Louisa Hanoun est-il pas aussi familier aux téléspectateurs français que celui de Khalida Messaoudi? Elle est aux téléspectateurs. Grâce à votre chaîne, qui est sur ce terrain-là une remarquable exception. Je ne veux pas vous faire briller les chaussures, mais c'est aussi sur votre chaîne que j'ai la possibilité de m'exprimer. Je ne l'ai pas sur les autres. Mais Louisa Hanoun est totalement inconnue du téléspectateur français moyen. Pourquoi ces deux dames qui représentent deux sensibilités d'une partie minime de la population algérienne, ça on pourrait y revenir, pourquoi n'organisez-vous pas un débat entre les deux? Je peux vous dire la solution, la réponse. Mme Messaoudi refusera, parce qu'elle aura le sentiment d'être privée de son monopole de représentation des femmes algériennes, alors qu'encore une fois, il faut le dire et le redire, cette dame, lorsqu'elle s'est présentée devant les urnes, n'a pas réussi à obtenir 1% des voix de ces gens dont elle parle comme son peuple. Il y a un problème de représentativité et je crois qu'effectivement, il est dangereux. L'une des étapes majeures de notre reconstruction de la situation algérienne sera de donner la parole à un large échantillon de la population algérienne. François Burga, je vous promets qu'on va dans les instants à venir aller un peu plus avant dans la découverte d'un certain nombre d'idées et de visages qu'on découvre dans votre livre, l'Islamisme en face. Néanmoins, je voudrais revenir quand même à une question centrale quand on vous écoute. Oui, vous n'êtes pas dans la coloration monocorde de tout ce qui se dit habituellement en France sur la situation en Algérie. Oui, il est évident que vous êtes un excellent connaisseur de ces pays. Est-ce que vous n'aurez pas, parmi d'autres, une grave responsabilité morale un jour s'il arrive au pouvoir des islamistes qui ne le rendent pas en Algérie et qui se livrent à un certain nombre d'atrocités en toute impunité parce que tout simplement ils ont les rênes du pouvoir entre les mains? Est-ce que vous y pensez? Comme tous les gens qui s'expriment sur cette question publiquement et qui donc influent sur l'évolution de la situation, chacun d'entre nous porte une responsabilité. Donc chacun d'entre nous, absolument tout le monde. Et nous avons donc tous une part de responsabilité dans les 30 ou 40 000 morts qui ont ensanglanté la campagne algérienne, certaines fois sous l'œil des caméras, le plus souvent dans le silence le plus total des médias. Alors effectivement, nous sommes tous impliqués à un degré ou à un autre dans ce qui se passe en Algérie. Les barbus au pouvoir, ou partageant le pouvoir, il y a une chance de voir la démocratie s'exprimer en Algérie un jour? Écoutez, c'est la thèse centrale de mon livre, qui consiste à dire que la culture occidentale, le vocabulaire de la culture occidentale, les régimes auxquels, à tort ou à raison, on pense qu'elle est actuellement identifiée, les petits noyaux d'élite qui soutiennent ces régimes n'ont pas le monopole de la modernisation politique, n'ont pas le monopole de la modernisation sociale. En termes simples, je pense que effectivement, le processus difficile, contradictoire, lent, ambivalent de modernisation politique dans le monde arabe passera en partie par
cette génération politique que vous appelez les barbus, que j'appelle les islamistes. C'est une image comme une autre, hein, je voulais pas être blessant à travers ça. Je remarque quand même une chose, François Burgat, c'est que vous nous dites plus l'islamisme ne va pas contre la modernité et la tolérance que l'islamisme soutient des valeurs de démocratie et de tolérance. Je dis qu'il existe entre les grandes cultures du monde un fond de valeurs universelles partagées. Dans toutes les grandes cultures du monde, j'ai la naïveté de penser qu'il existe quelque part l'idée que lorsque l'on est 10, on ne doit pas écraser celui qui est tout seul, que lorsqu'on est gros, on ne doit pas écraser celui qui est petit, etc. etc. Simplement, je pense que les références qui légitiment ces valeurs, les références historiques, le vocabulaire qui légitiment ces valeurs dans la conscience collective ne sont pas les mêmes d'une culture à une autre. Ce que nous ne parvenons pas à comprendre aujourd'hui en tant qu'occidentaux, c'est que ces valeurs puissent être exprimées par une terminologie qui ne passe pas sous les fourches codines de la terminologie politique occidentale. La situation en Algérie, plus particulièrement l'islamisme en face, puisque c'est, je vous le rappelle, le nouveau livre de François Burgat qui sera publié le 2 juin prochain aux éditions La Découverte. Nous en parlons d'ici une dizaine de minutes. On regarde ensemble le journal de LCI, François Burgat, et on se retrouve tout de suite après les informations. Je vous rappelle que notre invité, François Burgat, chercheur au CNRS, spécialiste des pays du Maghreb, du monde musulman et de l'islam, et qu'avec lui aujourd'hui, nous évoquons non seulement, bien entendu, la situation en Algérie, mais son dernier livre, édité aux éditions de La Découverte, L'islamisme en face. François Burgat, bon, on va essayer de, j'allais dire en employant votre terminologie, parce qu'elle nous aide aussi à mieux percevoir et comprendre un certain nombre de choses, de comprendre cette fracture ou cette continuité, c'est à vous de me le dire, qui fait qu'à un moment, une génération est dans différents pays où l'islam, où la religion islamique est présente, décide d'envisager à la fois une carrière politique qui leur permette d'aboutir au pouvoir et de défendre l'islamisme. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce que cette préoccupation se retrouve dans différents pays aujourd'hui? Alors, est-ce que cette préoccupation se retrouve dans différents pays aujourd'hui? Oui, encore une fois, ce qui se passe en Algérie de manière violente, apparente et traumatique est latente dans la totalité des pays du monde arabe. Hein. Alors, là où on n'en parle pas ou peu, c'est qu'on le fait taire par la force? Il y a peu de pays où les gouvernants parlent pas ou peu des islamistes. Je crois que dans la totalité des pays de la région, ils sont perçus comme l'alternative politique numéro 1. On ne connaît pas le futur, mais on connaît le présent. Le présent, il est fait de deux réalités politiques. Tous les régimes dans le monde arabe sont fatigués, sont usés, ne pourraient en tout état de cause pas se permettre le luxe d'un scrutin libre, dénué de toute entrave. Je peux le formuler autrement? Oui. La majorité des régimes du monde arabe sont des régimes antidémocratiques et intolérants. Voilà, mais sans avoir à le dire de manière négative, ils ont épuisé leur capital de légitimité qu'ils avaient puisé dans la première phase des mouvements nationalistes. Et puis la seconde donnée qu'à peu près plus personne maintenant ne discute, c'est que dans les urnes arabes, il y a des majorités appartenant à l'une ou l'autre nuance du mouvement islamiste. Alors pour le comprendre, il faut rappeler que les islamistes, ils sont le produit d'un moment de l'histoire d'abord. Avant d'être des acteurs politiques, ils sont le produit d'un moment de l'histoire qui s'inscrit dans l'itinéraire de la décolonisation. Les islamistes, ce sont les enfants des nationalistes, ce sont ceux qui se nourrissent ou ceux qui exploitent un même besoin de repositionnement par rapport à l'Occident, qui est la vieille dynamique de décolonisation. Ce sont eux qui déplacent. Ce sont les enfants des guerres déçues de décolonisation? Oui, des guerres déçues ou des guerres inachevées de décolonisation. Ce sont ceux qui déplacent sur le terrain culturel, idéologique, symbolique, la même vieille dynamique de décolonisation que leurs parents avaient exprimée sur le terrain strictement politique et puis ensuite sur le terrain économique au moment où ils avaient récupéré le canal de Suez ou le pétrole algérien ou les terres sur lesquelles nous allions garder le contrôle. Donc ils s'inscrivent dans la continuité d'un mouvement de repositionnement à l'égard de l'Occident initié par l'overdose de présence occidentale du 19e et du 20e. Mais à ce moment-là, l'islam devient un moyen ou c'est d'abord une demande, une quête spirituelle qui cherche des formes d'épanouissement dans la vie politique? Alors, d'abord, les islamistes, je dirais, véhiculent davantage qu'une quête du religieux ou du sacré. C'est un phénomène d'essence culturelle et identitaire. Donc, si on veut bien admettre que la conjoncture que nous vivons, c'est une conjoncture historique où les catégories de la culture musulmane veulent à nouveau venir jouer dans la cour des grands.
veulent à nouveau être considérés comme l'équivalent des produits de la culture occidentale. Ça, c'est la toile de fond. Mais si je vous suis, je serais capable de... Enfin, dans la logique qui est celle que je perçois de l'analyse que vous êtes en train de faire, je pourrais vous dire qu'il y a 30 ans, ça s'appelait le nationalisme arabe. Absolument, absolument, sans discussion aucune. Ils sont ceux qui conduisent plus loin, qu'ils déplacent, encore une fois, sur le terrain culturel, ce que les nationalistes arabes avaient exprimé sur le terrain politique et économique. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que l'un des impacts de la présence culturelle occidentale en terre arabe avait été de disqualifier, de périphériser, et j'aime beaucoup employer le mot de folkloriser les catégories de la culture musulmane, les catégories qui avaient servi à cette civilisation, à se reproduire, à se représenter, à communiquer avec son environnement, à régir à disposer de règles de fonctionnement. Toutes ces catégories ont été discréditées, périphérisées quelque part au XIXe siècle, et c'est là qu'il y a un paradoxe épouvantable, lorsqu'a fait irruption ce que nous appelions la laïcité. La laïcité, quand elle arrive en terre musulmane, c'est pas du tout ce qu'elle a été pour nous. C'est pas du tout la fin de l'obscurantisme religieux. C'est la mise à mort de l'hégémonie du système symbolique musulman. C'est un moment de l'histoire qui, vécu depuis l'intérieur de la conscience musulmane, comme vous le retrouverez dans le livre, a consisté à dire eh bien les amis, vous aviez un système symbolique qui fonctionnait depuis 12 siècles, dorénavant il ne fonctionnera plus que dans la chambre à coucher et dans le salon. Est-ce que ça n'est pas tout simplement une phase historique de l'évolution de n'importe quel pays sur les voies de la démocratie, ce que vous êtes en train de me décrire? C'est quelque chose qu'on a connu nous. C'est vrai que la séparation de l'Église et de l'État en France, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain avec une extraordinaire simplicité et sans douleur. Ce que je veux faire ressortir, c'est que nous l'avons fabriqué, notre laïcité. Nous en avons accouché avec les matériaux symboliques de notre culture. Alors que toute l'ambivalence de la modernisation politique dans le monde arabe, c'est qu'elle s'est confondue à un certain moment avec l'influence étrangère. Et nous vivons dans une phase de tourbillon où cette modernisation, dans ce qu'elle a de légitime, de véritablement universel, est prise dans une espèce de tempête, parce que les acteurs politiques... Discrédités parce qu'issus de la colonisation. Discrédités ou insuffisantes, n'ayant pris que dans le vernis urbain acculturé de 5% de la population et n'ayant pas eu accès aux profondeurs de la société. Et ce que fait la rhétorique islamique, ce qui fait sa force et son caractère ambivalent et contradictoire, c'est qu'elle est en train de réécrire la modernité avec les catégories, avec la terminologie, avec le vocabulaire de la culture intuitive. Alors effectivement, ne nous trompons pas, ça fait des turbulences, ça fait des pas en arrière, mais ça n'empêche pas de prévoir des pas en avant ultérieurement. Vous nous dites, d'habitude vous nous dites, ne nous trompons pas de visage et acceptons ceux qui sont de l'autre côté, il va falloir discuter avec eux. Et maintenant vous y ajoutez un nouvel axiome qui serait de dire, et en plus ce visage peut être un visage de modernité, et en tout cas il est en harmonie avec l'évolution sociologique, démographique et intellectuelle des pays qui sont de l'autre côté du bassin méditerranéen. Et si je résume le livre, vous verrez qu'il n'est pas si provoquant que ça. Le livre, il dit deux choses. Il explique et il légitime le processus de réislamisation, entre guillemets, c'est-à-dire le processus de résurgence des catégories de la culture musulmane. Je dis qu'il va falloir s'habituer à ce que le vocabulaire de la culture musulmane retrouve son accès à l'universalité. Première dynamique. Deuxième dynamique dans le monde arabe, dynamique de libéralisation ou de démocratisation politique ou sociale. Modernisation politique, ça veut dire évolution vers la démocratie. Modernisation sociale, ça veut dire capacité pour la femme de garantir son accès à l'espace extrafamilial. D'accord ? La seule chose que je dis dans ce livre, c'est ces deux dynamiques ne peuvent pas être scientifiquement représentées comme évoluant dans une relation d'exclusion. Je refuse complètement l'idée réductrice, manichéenne, qui consiste à dire parce qu'il y a réislamisation, il y a reflux ou régression de la modernisation. Mais une fois que j'ai dit ça, vous admettrez que je laisse place à des tensions, à des contradictions, à des difficultés. Il y a aussi ce que vous appelez l'exutoire intégriste, c'est-à-dire dans ce processus de réislamisation, ceux qui ont choisi la voie de la violence. Alors qu'est-ce qui... Oui, simplement. La violence, encore une fois, l'essentiel de ce que je dis, c'est la plupart des choses qui se déroulent dans le monde arabe actuellement ne requièrent pas l'exégèse des sourates du Coran pour être analysées.
elle requiert, je dirais, du bon sens paysan et des bonnes vieilles catégories de la science politique. C'est pour faire très simple. C'est-à-dire, pour faire très simple. Je sais pas, quand on la pite, quand on coupe les mains, et pour faire très simple, on teste à la femme d'être autre chose que. Alors d'accord. Distinguons deux choses. Les violences révolutionnaires en Algérie, c'est-à-dire la confrontation entre un mouvement politique qui était privé de sa victoire électorale et le régime. Alors là, c'est ce que j'étais en train de dire. Je dis que n'importe quel mouvement politique soumis à des turbulences pareilles produit le même genre de violence. D'accord? Alors, maintenant, vous avez raison, vous n'êtes pas d'accord. Je ne sais pas. Je pense, comme très souvent chez vous, vous dites avec beaucoup de talent des choses. J'emploie une formule plus provocante encore. Je dis, confiez-moi n'importe laquelle des formations politiques françaises. Si je lui fais subir le traitement qu'a subi le mouvement islamiste au lendemain de l'annulation du processus électoral, je me fais fort, à peu de choses près, de produire des comportements politiques comparables. C'est-à-dire que si je me mets à violer votre sœur et votre mère, il y a de fortes chances que vous ayez la tentation d'avoir des gens qui répliquent sur le même registre. Quand on nous dit des femmes sont attaquées en Algérie, on oublie de nous dire que les militaires avaient fait un mode de fonctionnement de la répression qui était de s'en prendre aux familles des gens réputés se trouver dans le maquis. Alors, moi, j'ai pas les moyens de juger de ce genre de choses et de dire c'est un tel qui a commencé. Ce que je peux tout au plus, c'est essayer de lire des textes et de voir ce que sont les projets. Alors, vous avez raison de souligner qu'il y a également ce qui fait peur dans l'islam. De conquête du pouvoir chez les islamistes algériens, j'ai pas l'impression qu'il n'y ait qu'une volonté infiniment, j'allais dire, amicale et fraternelle de faire vivre l'islam à la tête de l'État. Non, vous aviez raison, mais j'avais besoin de distinguer les violences strictement révolutionnaires, c'est-à-dire le conflit entre un régime qui se maintient au pouvoir et une génération politique qui veut y arriver. Mais vous aviez raison de souligner que ce qui inquiète dans l'islam, c'est qu'une partie du système normatif que brandissent une partie au moins de ces acteurs est poussiéreux, est déconnecté. Mais ça, je ne le nie pas, je ne le sous-estime pas. Il est absolument évident que lorsque les islamistes se tournent vers leur patrimoine, y compris normatif, c'est-à-dire les lois qui ont fonctionné il y a 6 ou 7 siècles, et qu'ils prétendent les réinjecter dans le tissu d'une société du XXe siècle, il y a une schizophrénie potentielle entre ce système normatif et une partie de la société. Ça, je ne le nie pas. Je dis simplement que ce système peut parfaitement évoluer, mais qu'il n'évoluera pas sous la pression des régimes qui sont actuellement au pouvoir et que nous maintiendrions par la force et par l'extrémisme. Je dis, cette dynamique de modernisation, elle est en cours dans les mouvements islamistes. Dans les mouvements islamistes, vous trouvez des gens qui maintiennent ce genre de solution, mais vous trouvez aussi des élites qui ont déjà produit l'explication juridique qui les disqualifie. Alors, le sens de ce livre, c'est de dire, laissons faire la dynamique de l'histoire. Ces mouvements participent tout aussi bien que les régimes discrédités du lent et difficile processus de modernisation de cette région du monde. Vous m'avez dit au début de cet entretien, rares sont ceux qui acceptent aujourd'hui, ne serait-ce que dans les rédactions françaises, d'entendre dire ce que je dis. Vous vous sentez interdit et sans être excessif, mais enfin vous sentez interdit de prise de parole, ou vous pensez en fait qu'en France on fait preuve d'un assez fort conformisme d'idées au nom de bonnes raisons, de soi-disant bonnes raisons? Non, il y a un double phénomène. Je ne veux absolument pas faire de parano. Je suis obligé de constater que je passe plus naturellement dans un journal télévisé en Suisse ou en Angleterre qu'en France. Bon, mais ça, il y a un phénomène qui fait que sur un terrain très sensible, lorsque vous déplacez de quelques millimètres, fût-ce avec des arguments parfaitement rationnels, le sens commun, on vous refuse le statut d'expert et on tombe dans ce que j'appelle affectueusement la catégorie des amateurs d'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'à une analyse rationnelle, on répond par une disqualification. On dit ce monsieur, il est pro-islamiste, ou même il est islamiste. Donc, il n'est plus nécessaire d'entendre l'explication qu'il produit de ce phénomène. Eh bien, c'est vrai, l'accès actuellement à l'information télévisée est extrêmement sélectif, et vous avez davantage de chances d'entendre les gens qui cautionnent la lecture dominante que d'entendre les gens qui la critiquent, fût-ce encore une fois sur une base extrêmement rationnelle. Mais il faut comprendre qu'il y a des raisons.
c'est vrai que naturellement, c'est difficile à accepter l'émergence des islamistes. C'est aussi douloureux pour vous et pour nous et pour moi que ne l'ont été leurs pères. Retraversez l'histoire et souvenez-vous quelles difficultés nous avons eu à admettre l'émergence des nationalistes dans les années 50 et 60 et vous verrez que notre réaction à l'égard des islamistes aujourd'hui, toute proportion gardée, est exactement la même que celle que nous avons eue il y a 30 ans à l'égard de la première génération nationaliste. J'aimerais vous poser une question, François Burgat. Dans la liste de remerciements qui accompagne votre livre, qui, je le rappelle, apparaîtra daté du 2 juin, l'islamisme en face, à partir du 2 juin aux éditions La Découverte. Vous terminez ce texte ainsi. Mention toute particulière, enfin, à l'inclassable Ali Ben Siali, présent dans tout ce livre, parti trop vite grossir les rangs de ces milliers de morts algériens qui n'ont jamais mérité notre émoi. C'est une façon de nous culpabiliser, nous, en Europe et en France. Je n'aurais pas voulu en parler, mais puisque vous mentionnez son nom, je vais vous dire ce dont il s'agit. C'est un journaliste algérien dont j'ai une lettre que je pourrais vous communiquer. Les 5 dernières lignes de la lettre, c'est ce régime fait peur, déjà 29 journalistes assassinés et on ne sait toujours pas qui fait cela. Et puis il y a une petite incise qui est personnelle, et ensuite nous sommes tous, avec une expression triviale pour dire que nous sommes mal partis, les Algériens, et voilà, 3 semaines après, il est assassiné dans l'Est algérien, et bien sûr on n'en entendra jamais parler, parce que c'est un journaliste du mauvais côté de la barrière, puisqu'il est supposé avoir, c'était quelqu'un qui avait longtemps séjourné en Égypte et qui m'avait aidé un petit peu dans mon accès au terrain égyptien, il est supposé avoir des sympathies islamistes, il est assassiné, on ne sait pas par qui, sa mort n'est même pas exploitée par les médias. Donc voilà un exemple typique du fait que la violence en Algérie, et on le sait maintenant par des séries de témoignages indiscutables, dont Le Monde a pris l'initiative heureuse le 7 mars dernier de publier un exemple essentiel, que des dizaines de journalistes par exemple ont été assassinés, que des dizaines de militaires, de policiers plus exactement, ont été assassinés par la sécurité militaire pour vraisemblablement resserrer les rangs de la police, pour faire en sorte que le corps de sécurité ne se sente jamais tenté de sympathiser avec l'ennemi, avec l'adversaire. Eh bien, il en a été de même pour les journalistes, c'est évident. Alors, vous avez pris l'initiative d'évoquer le nom d'Ali Ben Siali. Parce que c'est émouvant, et pour comprendre, j'allais dire, ce qu'est la nature exacte de l'observation que vous nous faites, en fait, en quelque sorte du rappel à l'ordre, à la fois affectif, intellectuel et humain, qui est celui... J'ai voulu rajouter dans les épreuves le nom de Abdel Haris Madani, c'est un avocat égyptien que j'ai bien connu, que j'ai interviewé pendant peut-être 14 heures, dont j'ai retracé tout l'itinéraire individuel et politique. Lui, il est mort sous la torture il y a 4 mois au commissariat de Lazurli au Caire. L'islamisme en face par François Burgat. Je rappelle que le livre paraît le 2 juin 1995 aux éditions La Découverte, et bien entendu François Burgat, vous continuerez d'être invité sur LCI où nous aimons vous écouter. Dans quelques instants, le journal et les informations.